Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette série de 30 vidéos que j'ai créée en avril 2022 à l'occasion du mois de l'autisme. Moi c'est Maud, j'ai 35 ans, je suis coach psychospirituel et je suis également une personne avec autisme. Donc cette vidéo, c'est la 30e que je tourne. J'ai par contre décidé que j'allais la publier avant celle que j'ai tournée hier, ce qui fait que ce sera du coup ma 29e vidéo. Et j'en profite pour vous dire, parce que la vidéo que j'ai faite hier, qui donc paraîtra demain, a pour sujet l'autisme et la spiritualité. Donc j'y parle un tout petit peu de mon accompagnement puisque j'ai l'étiquette de coach psychospirituel, et j'en profite aussi pour vous dire que malheureusement la vidéo que j'ai faite hier, le son est parfois de qualité un peu variable. Je suis désolée de ça. Dans le challenge que je me suis lancé, malheureusement j'ai pas le temps de retourner cette vidéo, donc voilà, toutes mes excuses. Le cas échéant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. C'est pas exclu que je tourne la vidéo une autre fois dans le futur. Mais du coup, ce sera plus tard que avril 2022. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment rendre un endroit autiste friendly. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits où malheureusement les autistes peuvent pas forcément se rendre parce que ces endroits pas adaptés à leurs particularités sensorielles, et les droits et les besoins des personnes autistes sont malheureusement à l'heure actuelle encore énormément négligés. La plupart des endroits sont pas inclusifs pour les personnes autistes aussi parce que malheureusement les autistes ont encore cette image populaire qui est que c'est des gens qui parlent pas, qui sont incapables de s'exprimer, qui sont incapables de sortir et qui sont juste bons à enfermer dans un foyer et avec lesquels on peut pas entrer en contact. Donc le fait qu'il y ait des autistes qui se trouvent au sein de la population, donc on est environ 1% de la population, et le fait qu'on est exclu de très nombreux lieux à cause de nos particularités sensorielles, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte. Et même parfois, donc, quand on va communiquer nos besoins à des gens, on nous répond directement qu'on n'est pas adapté à ça et qu'on peut faire autrement le cas échéant. Je citerai un exemple, je ne sais plus la source, mais il y a eu des initiatives dans certains pays pour rendre les magasins un peu plus accessibles aux autistes, notamment en baissant la lumière, en éliminant les sources de bruit, les annonces bruyantes au haut-parleurs, etc. Et quand on a demandé à des gérants d'autres chaînes si c'était possible chez eux d'introduire également cette mesure, il a été répondu que les autistes, ils avaient qu'à commander en ligne sur le shop et qu'ils n'avaient pas besoin de se déplacer physiquement dans les magasins. Donc ça, c'est un vrai exemple d'exclusion concrète, en fait, de rejet d'une partie de la population. Et je répète encore une fois, en tant qu'autiste, c'est vrai qu'on a des particularités sensorielles qui font que c'est handicapant dans notre monde actuel qui est inadapté à nous de réussir à vivre. Et pour autant, si on est capable d'inclure dans la vie de tous les jours, enfin malheureusement dans pas encore assez d'endroits, mais dans de plus en plus d'endroits, on est capable d'inclure le handicap physique. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas inclure également des handicaps qui sont un peu moins visibles, qui sont un peu plus sur l'aspect sensoriel et tactile. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui est faisable, à condition que le public soit plus informé, à condition que le public soit plus sensibilisé. Et ça, selon moi, ça passe à travers l'idée que des autistes se mettent en avant et s'expriment pour communiquer autour de leurs besoins. Et c'est aussi dans cette idée-là que j'avais décidé de lancer cette série de vidéos. Peut-être je ferai un petit bilan après, on verra. Donc j'ai déjà parlé un peu du sujet, c'est comment rendre un endroit autiste friendly, donc accessible aux autistes. Donc déjà, ce qui est compliqué pour beaucoup d'autistes de réussir à vivre dans notre monde actuel, c'est vraiment les particularités sensorielles. Après, ce qui est encore plus compliqué, c'est le fait qu'en tant qu'autiste, on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais après, statistiquement, il y a des besoins qui sont un peu plus présents que d'autres. Par exemple, au niveau de la lumière, il y a énormément d'autistes qui sont hypersensibles à la lumière. Et par conséquent, quelque chose qui peut rendre certains lieux plus accessibles aux autistes, c'est le fait de diminuer l'intensité lumineuse. J'avoue qu'à titre personnel, c'est pas du tout une mesure qui m'arrange parce que pour ma part, j'ai plutôt une hyposensibilité à la lumière, c'est-à-dire quand il n'y a pas assez de lumière, en fait, je me sens mal, je me sens apathique, je me sens déprimée. Et du coup, voilà, pour moi, ça marche pas. Mais après, il y a un moment où c'est peut-être le bien du plus grand nombre qui prime. Et c'est vrai que
je pense que 90% des autistes ont vraiment ce besoin d'avoir une diminution de l'intensité lumineuse. Donc, donc ce serait vraiment quelque chose qui serait assez agréable. En fait, d'une façon générale, si vous avez une seule personne autiste que vous accueillez, à ce moment-là, simplement de lui poser la question de manière explicite, pas de manière sous-entendue, par rapport à ses besoins, ça va être le plus facile pour pouvoir ensuite mettre au point quelque chose qui lui soit adapté. Ensuite, au niveau de, au niveau sensoriel, donc je vais peut-être partir au niveau des odeurs. Il faudrait plutôt quelque chose avec des odeurs peu marquées parce que là aussi il y a énormément d'autistes qui sont dérangés par les odeurs. Au niveau du bruit, essayez de diminuer autant que possible tout ce qui est déjà trop bruyant sur le plan de l'intensité sonore. Et ensuite, bon là aussi c'est un peu délicat parce qu'en tant qu'autiste, on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc moi je connais des autistes qui supportent sans problème d'avoir la télévision allumée non-stop ou qui ont en tout cas de la difficulté à pas avoir un fond sonore. Pour ma part, j'ai jamais eu de télévision chez moi. Et je considère vraiment que d'avoir une source de bruit continue comme la télévision ou la télé allumée, pour moi c'est une agression en fait. Et je supporte absolument pas ça. Je supporte pas non plus d'avoir la musique en permanence. En fait, moi j'ai vraiment besoin d'un environnement qui soit silencieux. Par contre, à contrario, donc je sais pas si vous avez vu un peu la déco chez moi. Il y a vraiment des décorations partout parce que moi j'ai besoin d'énormément de stimulation visuelle. J'ai besoin de pouvoir en permanence poser mon regard sur des choses que je vais pouvoir détailler des yeux petit à petit. Donc là par exemple vous voyez les oiseaux qui sont là derrière moi. Je suis capable de faire le tour avec les yeux pendant plusieurs minutes quand je suis en train de me reposer. Et à l'inverse, je connais des autres autistes, ben justement pour la plupart ceux qui ont besoin de fond sonore, qui ne supportent pas d'avoir énormément de choses visuelles autour d'eux. Donc ça peut vraiment varier beaucoup. Et je dirais que si vous recevez chez vous une personne autiste, vraiment le plus simple, si vous voulez mettre cette personne à l'aise, c'est de lui poser la question de qu'est-ce qui lui convient. Après, si vous recevez un groupe d'autistes, ben là voilà, à un moment donné, il faudra prendre, enfin demander à la majorité et puis s'adapter à la majorité. Et puis ben les autres, voilà, ben c'est pas la majorité. Je vous recommande aussi de ne pas non plus trop prendre sur vous parce que voilà, enfin, vous n'avez pas non plus... Les autistes, je revendique le fait qu'ils n'aient pas à se sacrifier pour vivre parmi les neurotypiques, mais après les neurotypiques, il ne faut pas non plus qu'ils se sacrifient pour vivre avec les autistes. Donc je pense qu'il y a certains points qui sont adaptables, mais si pour vous de vivre avec une personne autiste, c'est trop compliqué à cause de ses besoins qui sont extrêmement précis, honnêtement, il y aura moins de souffrance pour tout le monde si vous arrêtez de vous fréquenter plutôt que vous forciez en fait une relation alors que clairement c'est pas compatible. Enfin je dis ça parce que moi-même il y a quelques temps j'ai dû mettre fin à une amitié parce que la personne et moi on était trop incompatibles et que de se voir en fait c'était trop compliqué parce qu'il y en avait toujours un de nous qui prenait sur lui, ça a très longtemps été moi. Et quand j'ai décidé d'arrêter, eh ben, l'autre personne n'a pas forcément compris le fait que j'ai décidé d'arrêter. Ensuite, sur le plan... Donc voilà, désolée, je fais plein de parenthèses. Je reviens à mes moutons. Sur le plan gustatif, donc une fois de plus, on a en tant qu'autiste des besoins assez variés. Par contre, quelque chose qui est assez coutumier chez nous, c'est qu'on a souvent des petits rituels par rapport à la nourriture. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas toujours des rituels dont on est conscient. Moi-même, il y a certains rituels que j'ai conscientisés que tardivement, en fait, même après avoir appris que j'étais autiste. Mais par exemple, pour moi, si je mange un burger frites, c'est très compliqué de commencer à manger le burger tant que j'ai pas fini les frites parce que en fait, je sais pas expliquer pourquoi, mais en fait, ben, ça me dérange, en fait, voilà. Et en fait, je crois qu'il y a plusieurs autistes que je connais qui sont un peu comme moi, qui peuvent pas commencer le burger tant qu'ils n'ont pas mangé les frites. Mais après, selon certains d'entre nous, on peut avoir des besoins divers. Par exemple, ne pas supporter que certains aliments se touchent. Ou encore, il y a des autistes qui peuvent manger des aliments que dans un certain ordre. Ou il y en a certains qui peuvent manger, qui peuvent supporter en fait qu'il n'y ait que certaines catégories d'aliments qui arrivent les uns après les autres dans l'assiette. Donc en fait, il faut mettre d'abord les légumes, ils mangent des légumes. Ensuite la viande, manger la viande, etc. Mais enfin voilà, il peut y avoir comme ça des besoins que certains autistes peuvent avoir
qui sont pas toujours très compréhensibles. Et honnêtement, je vous comprends quand même un petit peu pour les neurotypiques. Mais en tant qu'autiste, en fait, quand on a des rituels de ce genre, c'est vraiment quelque chose qui nous sécurise. C'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Et si on nous l'enlève, en fait, c'est comme si c'était la fin du monde. Donc ça peut vraiment générer des meltdowns. Je sais que moi-même, quand j'étais enfant, des meltdowns, j'en ai fait quelques-uns parce que simplement, j'avais peut-être la manie de ranger mes affaires toujours au même endroit et que si on me les déplaçait, et bien entendu, quand quelqu'un a comment dire, une manie comme ça, c'est rigolo pour les autres enfants de faire exprès de déplacer les affaires pour faire péter les plombs à la personne parce que c'est rigolo de la voir surréagir sur quelque chose qui ne le mérite pas forcément de leur point de vue. Mais pour nous, en fait, de nous infliger ça, c'est vraiment terrible. Même si peut-être ben, pour vous, ça fait pas sens, ce que je peux comprendre. Mais pour nous, ça fait du sens. Et le fait que vous ne vouliez pas comprendre notre propre fonctionnement, enfin notre fonctionnement à nous, ben pour nous, quelque part, parfois, ça fait pas sens non plus. Ensuite, sur le plan tactile, donc déjà un autiste, ça va le mettre à l'aise, enfin dans mon cas en tout cas, si vous n'essayez pas de me faire la bise et que vous n'essayez pas de me toucher et globalement que vous n'essayez pas de me coller trop près en fait. Un de mes meilleurs amis avec qui je suis partie en vacances l'année passée, au retour du séjour, il a essayé de me prendre dans ses bras. J'ai failli lui faire une prise de Krav Maga d'instinct. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est agressant pour nous, le contact physique, surtout s'il n'est pas, comment dire, surtout s'il n'est pas prévenu, en fait. Donc, à la rigueur, si on voit que socialement, ce ne serait pas acceptable de dire non, je pense qu'on peut faire un effort. Mais ça reste, en tout cas pour moi, dans tous les cas, ça reste quelque chose qui est assez douloureux. Euh, sur le plan tactile, je pense qu'on a tous des besoins assez différents en termes d'endroits sur lesquels s'asseoir. Il y en a qui ont besoin de chaises très dures. Pour ma part, j'ai vraiment besoin de trucs très moelleux. Sinon, bah, j'ai mal, en fait, tout simplement. Et surtout, pour moi, quelque chose qui est extrêmement important, c'est le droit d'avoir la possibilité de changer de position n'importe comment. Raison pour laquelle je me sens très mal sur des chaises très étroites et très dures parce que j'arrive pas vraiment à prendre toutes les positions que je veux. C'est important pour moi d'avoir le droit de m'asseoir n'importe comment, je suis très souvent en tailleur ou bien très souvent en ce moment ça se voit pas parce qu'évidemment j'ai cadré la caméra pour que vous ne voyez pas, mais en fait en vrai ben voilà, j'ai une jambe qui est relevée et une autre qui est repliée sous moi. Et en fait, moi, c'est comme ça que je me sens à l'aise. C'est quand j'ai le droit de m'asseoir n'importe comment, de me coucher, de me tourner dans tous les sens. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez compliqué, en fait, globalement, dans la société normale. Le fait qu'on soit obligé de se tenir corporellement d'une manière qui est extrêmement rigide, qui est extrêmement stricte. Et souvent, je me sens pas bien et pas à l'aise. Et là, vous voyez, chaque fois que mes épaules bougent, en fait, c'est parce que j'ai changé de position. Donc, j'ai vraiment besoin de faire ça souvent. En parenthèse, je tiens à signaler que depuis que j'ai commencé à coacher sur Internet, j'ai découvert qu'en fait, déjà le fait d'être chez moi, je suis plus à l'aise, ce qui fait que je suis ben, plus détendue et ça se voit. Et aussi, ben, j'ai le droit de m'habiller n'importe comment et de m'installer dans n'importe quelle position, donc ça c'est top. En parlant d'habits, en tant qu'autiste, souvent il y a des habits qu'on ne supporte pas très bien de mettre parce qu'on a vraiment besoin de choses qui soient extrêmement confortables. Donc après, on a un peu, pour ce que j'en sais, tous développé nos petites manies par rapport à comment faire. Par exemple, il y a des autistes qui commandent tout en ligne pour surtout pas mettre les pieds dans un magasin. Et une fois qu'ils ont repéré une marque qui leur convient, ils prennent tout le temps la même. Et puis comme ça, ben, ils savent que ça leur conviendra tout le temps. Il y a aussi des autistes qui se fournissent toujours au même endroit. Personnellement, j'ai la phobie de la poste davantage que celle des magasins, ce qui fait que je vais plutôt dans les magasins essayer tout ce que je peux. Et généralement, sur 20 essayages que je fais, je repars avec environ un seul habit. Donc, il y a très peu de choses en fait, même si dans la vie de tous les jours, je m'habille d'une manière, bah déjà, je mets que des robes. Bon, ça fait féminin, mais je vous avouerai qu'une des raisons principales pour lesquelles je mets que des robes, c'est parce que ça sert moins que les pantalons et je trouve ça plus confortable. Sinon, ouais, enfin vraiment, c'est important pour nous d'avoir que des matières qui nous conviennent, d'enlever tout ce qui est dérangeant, genre les étiquettes et tout ça. Aussi, je sais pas ce qu'il en est pour les autres autistes, donc si toi t'es autiste, n'hésite pas à témoigner, mais pour moi c'est très compliqué de porter des bijoux.
Je supporte mieux les bijoux en tissu parce que sensoriellement, ça me dérange moins, mais tout ce qui est en métal, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment agressant d'avoir ça contre la peau. Ensuite, au niveau du lieu d'habitation, il y a énormément d'autistes qui vont se sentir plus à l'aise à la campagne ou à la rigueur dans une petite ville où il y aura un peu moins de stimuli que dans une grande ville. Pour ma part, là aussi, c'est un point sur lequel je fais un peu exception à la règle puisque je préfère personnellement vivre dans une grande ville et avoir tout à proximité sans que j'ai besoin de me déplacer. Donc pour moi, c'est extrêmement important d'avoir toutes les commodités à moins de 5 minutes à pied de trajet et d'être à côté d'une gare qui soit connectée aux principales grandes villes de Suisse sans que j'ai besoin à faire de grands déplacements. Et par ailleurs, bah, je préfère vivre dans une grande ville, et aller dans d'autres grandes villes où je me déplace en train, plutôt que d'avoir à prendre des bus de ville qui, pour moi, est vraiment le truc le plus insupportable de la Terre. Ensuite, au niveau de tout ce qui est paperasse, euh, enfin, non, finalement, je ne vais pas en parler parce que je me rends compte que ce serait vraiment trop compliqué de faire bref et que là, cette vidéo, elle fait déjà 15 minutes. Donc, peut-être ultérieurement, je ferai une autre vidéo sur ça. Donc, voilà, je pense qu'au niveau de comment rendre un endroit un peu plus aimable pour les autistes, donc je suis désolée, j'ai aussi beaucoup insisté sur les différences qu'il y a entre nous, donc peut-être ça vous aide pas beaucoup. Mais pour résumer, ce qui va être le plus adapté au plus grand nombre d'autistes, ça va être un lieu avec une diminution de tout ce qui est sensoriel, donc avec pas trop de lumière, pas trop de bruit. Au niveau de la cuisine, essayer, je pense, de séparer un peu les aliments. C'est ce qui va convenir à la plus grande quantité d'entre nous. Ou alors les autistes que je connais qui supportent que ça soit cuit tout ensemble. Il faut que ça soit cuit uniquement de la manière qui leur convient à eux et pas forcément au reste du monde. Ce qui rend ces personnes particulièrement désagréables à côtoyer de mon point de vue. Bisous, je vous aime. Et sur le plan tactile, ben, nous donner la possibilité en face de choisir l'endroit qui nous convient le mieux. Et en cas de doute, posez-nous la question et posez-nous la question de manière explicite. Et une fois qu'on vous aura répondu verbalement, écoutez la réponse qu'on vous a donnée et essayez pas d'interpréter notre langage non verbal parce que de toute façon, sur le plan du langage non verbal, on ne se comporte pas comme les neurotypiques. Donc c'est probable que vous allez interpréter faux si vous essayez d'interpréter notre langage non verbal. Donc voilà, sur ce, je crois que j'arrive gentiment à la fin de ce petit challenge que je m'étais lancé. Je vais faire maintenant un petit bilan, mais demain, je rappelle qu'il y aura encore une autre vidéo que je publierai, qui sera ma dernière sur l'autisme et la spiritualité. Une fois de plus, je m'excuse d'avance pour le son qui est parfois de qualité variable. Je vais juste faire un petit bilan de cette chaîne. Quand j'ai fait cette chaîne, mon but c'était d'essayer de faire un peu mieux connaître l'autisme. Donc je suis consciente que j'ai publié un grand nombre de vidéos à une fréquence rapide et que même les gens qui s'intéressaient, ben, potentiellement, vous n'avez pas eu forcément la possibilité de tout regarder parce que ça paraissait trop vite. Donc les vidéos vont rester en ligne, vous avez encore le droit de les regarder plus tard. Je dirais qu'il y a eu quelques personnes qui se sont intéressées à certaines vidéos, mais je ne sais pas si j'ai vraiment réussi à atteindre mon objectif. Parce que globalement, je dirais que chaque vidéo a généré peut-être une quinzaine de vues sur Instagram et une quinzaine de vues sur YouTube également. Mais par rapport à ce que je partageais en termes de personnes touchées sur Instagram et sur YouTube, ainsi que sur WhatsApp, rien que sur WhatsApp, je sais que je touchais une trentaine de personnes au niveau de la communication et que j'avais moins de 15 vues sur les vidéos, ce qui signifie que la plupart des gens, en réalité, en avaient rien à fiche de mon message. Les personnes qui ont regardé quelques vidéos, je remercie très chaleureusement les personnes qui m'ont mis des commentaires et celles qui m'ont envoyé également des remerciements et des encouragements par MP parce que ça m'a fait super plaisir. Pour la plupart, c'était des gens qui étaient soit autistes, soit concernés par l'autisme et qu'au niveau malheureusement de la population qui est purement neurotypique, il n'y a pas eu de réaction vraiment. Donc ce qui montre en fait que notre cause, c'est vraiment quelque chose qui tend à rester dans la plus grande indifférence. Je regrette vraiment d'avoir eu aucune réaction d'aucun membre de ma famille. En fait, je crois que j'ai eu une seule fois un like sur Instagram d'une personne de ma famille sous une vidéo et c'est à peu près tout. Je suis pas non plus étonnée plus que ça. Mais voilà, peut-être... non, mais je suis pas... De toute façon, je suis pas proche de ma famille, donc je suis pas étonnée plus que ça de pas avoir eu de réaction.
Et sur YouTube aussi, les personnes qui sont venues vers moi, là aussi, c'était déjà des personnes qui étaient déjà concernées par l'autisme ou qui travaillaient avec des autistes. Donc en fait, au niveau de la sensibilisation, ben voilà, je suis pas sûre d'avoir forcément réussi à toucher mon public. Mais le cas échéant, ben, si toi ou quelqu'un que tu connais, ça a pu t'orienter un petit peu par rapport à ce qu'on sent, ben déjà ça, c'est top. Donc, je pense pas que je vais continuer les vidéos sur la sensibilisation à l'autisme. Je dis pas que je ferai plus jamais de vidéos sur ça. Mais maintenant, concernant le reste de ma communication, je pense que je vais... Déjà, il y a un moment où je vais probablement aussi faire quelques vidéos informatives sur le haut potentiel intellectuel et sur l'hypersensibilité parce que c'est aussi des thèmes qui m'intéressent. Par contre, maintenant, ce que je veux faire, c'est vraiment de retourner déjà, recommencer à faire des articles de blog parce que j'ai dû mettre un peu en pause en faisant les vidéos parce que je n'arrivais pas à tout faire. Mais je veux aussi continuer à faire des vidéos parce qu'à la base, c'est un média avec lequel je suis passablement à l'aise. Et j'aimerais revenir sur ce que je fais à la base, c'est-à-dire du développement personnel et en l'occurrence plus particulièrement du développement personnel pour les atypiques et les hypersensibles et en quoi est-ce que les outils qui sont liés au développement personnel et voire à la spiritualité peuvent nous aider et nous servir en tant qu'hypersensibles et atypiques pour réussir à mieux fonctionner en fait avec le monde. Donc voilà pour ce que ça va être la suite de ma communication. J'ai conscience qu'au niveau de ma communication sur les réseaux sociaux actuellement, au niveau de mon entreprise, c'est pas encore complètement stabilisé au niveau de l'image que je veux donner. Mais je pense que pour moi, ce petit challenge, c'était déjà un bon début, une bonne entrée en matière et une bonne manière aussi pour moi de prendre le rythme. Et pour le reste, ben voilà, je pense plus m'orienter sur des vidéos de développement personnel. En tout cas, je vais faire ça. Et puis à un moment donné, je ferai probablement une opération de com sur les autres formes d'atypisme. Donc voilà, si tu m'as suivi jusque-là, merci beaucoup. Et n'hésite pas à me donner ton avis. Et du coup, ben, je te donne rendez-vous à demain pour ma dernière vidéo sur l'autisme et la spiritualité. Allez, ciao, ciao, à bientôt.